Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une petite histoire du Japon. Dans cette première vidéo, il me semblait important de commencer par le commencement, c'est-à-dire l'origine du Japon et des Japonais. Nous commençons notre périple dans l'histoire il y a 240 millions d'années. À cette époque, l'archipel japonais était relié par la Russie et la Corée au continent principal que l'on appelle Pangée. Il était entouré d'un océan unique appelé Pantalassa. D'après les estimations, ce supercontinent aurait commencé à se séparer il y a environ 200 millions d'années pour commencer peu à peu à ressembler au monde que l'on connaît aujourd'hui. Faisons maintenant un bond dans le futur il y a moins 22 000 ans. On appelle cette période le paléolithique ou période précéramique, Kyūseki Jidai en japonais. Elle se compose elle-même de 3 sous-périodes, le paléolithique inférieur, Zenki Kyūseki Jidai, le paléolithique moyen, Chuuki Kyūseki Jidai et le paléolithique supérieur, Kouki Kyūseki Jidai. Il y a 22 000 ans, nous étions en plein dans la dernière glaciation à son maximum glaciaire, c'est-à-dire la période la plus froide. À cette période, l'île au nord du Japon, Hokkaido, était reliée au continent par une couche de glace et le niveau des mers était 130 mètres inférieur à celui que l'on connaît aujourd'hui. La forme du Japon était donc complètement différente de celle d'aujourd'hui. Alors, une grande question se pose. D'où viennent les Japonais ? De là. Comme tout le monde, bien sûr. Mais après, bien sûr, moult migrations, les premiers hommes ont atteint le Japon. Mais il est extrêmement difficile de faire une estimation précise de la date d'arrivée des premiers hommes au Japon, puisque le territoire japonais étant très volcanique, ses sols sont très acides et retrouver des restes organiques comme des ossements humains ou animaux est extrêmement rare. Les estimations ont donc principalement pu se faire grâce à la découverte d'objets lithiques. Les plus vieux outils découverts à ce jour ont été retrouvés en 2009 dans la ville d'Izumo et dateraient d'il y a plus de 120 000 ans. Cependant, certains ossements ont pu être conservés dans des sols moins acides. Les ossements les plus vieux retrouvés à ce jour sont ceux de Yamashita Dojin, l'homme de Yamashita. Ils ont été retrouvés en 1962 dans les îles d'Okinawa au sud du Japon. Ils appartenaient à une petite fille Homo sapiens qui aurait vécu il y a plus de 32 000 ans. Ensuite, un peu plus récent, tout est relatif bien sûr, nous avons l'homme de Minatogawa qui daterait d'il y a plus de 17 000 ans. Il a été retrouvé en 1967, également à Okinawa. Et enfin, sur l'île principale de Honshu, dans la préfecture de Shizuoka, a été retrouvé l'homme de Hamakita qui daterait d'il y a 14 000 ans. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous cite les principaux. À partir de là, les scientifiques se sont donc demandé, mais comment ont-ils fait pour atterrir sur l'archipel japonais ? D'où sont-ils venus et pourquoi ? Dans tous les livres d'histoire, on trouve cette phrase toute faite. Hyogaki ni Nihon Retto wa tairiku to tsuzuki ni nari, Nihonjin wa emono o otte Nihon ni yatte kita. En effet, ces tribus paléolithiques étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils étaient donc nomades et bougeaient en fonction de l'abondance de nourriture. Ils se nourrissaient de sangliers, de biches, de cerfs ou encore de sangliers de nomades, une espèce d'éléphant asiatique qui vient également du continent. D'ailleurs, en 1962 a été découvert au fond du lac Nojiri un grand nombre de squelettes de ces éléphants avec de nombreux outils. Il en a donc été conclu que cet endroit était un site d'abattage des animaux. Mais même si on en sait autant sur leur mode de vie, le chemin qu'ils ont emprunté pour arriver jusqu'au Japon fait encore débat. Comme on peut le voir sur cette carte, qui serait une représentation d'il y a 20 000 ans, l'île d'Hokkaido était reliée aux îles Sakhaline puis à la Sibérie par un pont de glace. L'une des théories serait donc qu'il serait arrivé par la Sibérie et aurait traversé le détroit de Tsugaru alors sec. Une autre route serait envisagée et est actuellement en étude, c'est celle qui passe par Okinawa. À la date estimée d'arrivée des premiers hommes au Japon, il y aurait resté de la mer autour des îles d'Okinawa. Cependant, de nombreux ossements et outils ont été retrouvés sur les îles. Comment donc ont-ils pu arriver à cet endroit ? Par la mer ? En bateau ? C'est ce qu'affirme un groupe de chercheurs du musée d'histoire naturelle de Tokyo. Ils ont pour leur recherche engagé une équipe afin d'essayer de reconstruire les bateaux en utilisant les mêmes outils et les mêmes matériaux qui auraient pu être à leur disposition à l'époque.
Ils ont ensuite essayé d'aller d'île en île avec ces bateaux de fortune en retraçant le chemin de leurs ancêtres. Pour l'instant, les études sont toujours en cours. Mais cette théorie fait grandement débat puisqu'il n'a été retrouvé aucun bateau datant de cette époque. Bon, en même temps, trouver des bateaux faits d'herbe 30 000 ans après, c'est un peu compliqué, je pense. Enfin, comme tous les peuples, les Japonais se sont demandé d'où venaient leurs ancêtres. Même si nous venons tous d'Afrique, les peuples se sont séparés en différentes ethnies. Ils ont chacun évolué de manière différente selon leur environnement, et ces différences se retrouvent dans l'ADN. C'est cette petite différence qui va déterminer qui est notre ancêtre et à quel haplogroupe nous appartenons. Et c'est cette petite différence de l'ADN qui va être étudiée par un groupe de chercheurs japonais entre 1990 et 2000 pour déterminer enfin quelle est la véritable origine des Japonais qui faisaient tant débat depuis des années. Au Japon, il y a deux ethnies bien différentes qui se sont mêlées au cours des millénaires, le peuple Yayoi et le peuple Jomon. La question était alors de savoir quel peuple était à l'origine des Japonais d'aujourd'hui, les Yayoi ou les Jomon? Qui étaient les vrais Japonais? Dans cette recherche ont donc été étudiés les gènes de plusieurs populations d'Asie ainsi que ceux de Japonais de toute la région, du nord au sud. Les résultats de cette étude, parue en 2005, ont donc prouvé que la population Jomon était bien la population indigène du Japon, tandis que les Yayoi n'étaient que des migrants et étaient donc arrivés après. Il a aussi déterminé avec plus de précision l'origine de ces deux populations. On suppose donc qu'ils auraient migré vers la Mongolie, puis la Sibérie, où on retrouve également une similarité de gènes, et seraient redescendus pendant la grande glaciation par le pont de glace relié à Hokkaido par l'île de Sakhalin entre 38 000 et 30 000 avant notre ère. Les populations japonaises avec le plus de gènes en commun avec eux seraient les Ainu de Hokkaido ainsi que la population Ryukyu des îles d'Okinawa. Ils seraient à l'origine de la base de la culture, de la religion et de la langue japonaise actuelle. Les Yayoi, quant à eux, seraient arrivés de Corée et auraient une forte similarité de gènes avec l'ethnie des Han en Chine. Ils auraient migré il y a de cela 2300 ans et c'est par eux que fut introduit l'irrigation et la riziculture. La population du centre du Japon aurait plus hérité de leurs gènes. On suppose que les Yayoi, en arrivant au Japon, auraient repoussé les peuples Jomon au nord et au sud. L'hypothèse de guerre est envisagée, mais rien n'est sûr. Cependant, même si selon les régions, les gènes de l'une ou de l'autre des populations prédominent, des gènes des deux populations ont été retrouvés dans tous les sujets japonais étudiés. C'est pourquoi il a été communément accepté que la population japonaise viendrait d'un mix des deux populations Yayoi et Jomon et pas seulement de l'une ou de l'autre. Les principales différences physiques entre ces deux populations seraient que les Jomon auraient la peau plus foncée et plus de poils. Si vous tombez sur un japonais poilu, dites-vous qu'ils descendent peut-être des Jomon, des premiers japonais. Qui dit histoire dit archéologie. Il me semblait donc important de vous parler un petit peu de l'archéologie japonaise qui recèle quelques événements bien intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1949, l'existence d'une histoire japonaise avant l'époque Jomon était complètement niée. Il y a eu de violentes éruptions volcaniques à cette période et il leur semblait absolument impossible que des hommes aient pu survivre dans de telles conditions. Mais c'est la découverte du site de Iwajuku par Aizawa Tadahiro qui va changer la donne. Aizawa Tadahiro, vendeur de natto. メガネの君。納豆です。納豆？納豆？しれっと言った今納豆？オッケー出ました納豆。Haruge Hou. Vous connaissez. Vous devez connaître. Bon, il n'était pas juste vendeur de natto, ok. Il était aussi passionné d'archéologie et l'avait apprise par lui-même. Il a donc commencé à faire des fouilles archéologiques par lui-même à côté de chez lui et en 1949, il va faire une découverte qui va tout changer. Il va trouver des outils fabriqués en obsidienne qui datent d'il y a plus de 30 000 ans. Cette découverte a cependant été très critiquée par le monde scientifique jusqu'à Serizawa Chousuke, le directeur des fouilles, qui va pourtant par la suite vérifier l'originalité du site et mettre fin au débat. Par la suite, cela va entraîner un regain d'intérêt pour le paléolithique au Japon et une ruée vers l'or, plutôt vers les fossiles. C'est à celui qui découvrira le plus vieux site archéologique. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Fujimura Shinichi. Comment en est-on arrivé là? Reprenons depuis le début.
Ce serait trop long de vous expliquer tous les détails de l'affaire, mais je vais vous expliquer le principal. Tout comme Aizawa, Fujimura est à la base un archéologue amateur, et il va commencer à faire des fouilles archéologiques par lui-même à côté de chez lui. Et en 1980, il va trouver des fragments de céramique qui vont être reconnus comme étant les plus vieux du Japon, datant d'il y a 40 000 ans. Tout comme Aizawa, comme par hasard. À partir de là, il va se forger une certaine réputation et sera invité à participer à de nombreuses fouilles archéologiques dans tout le Japon, où il y découvrira des preuves archéologiques toutes les plus vieilles et inattendues les unes que les autres. Il deviendra alors celui qui a prouvé l'existence d'une présence humaine au Japon dans le Paléolithique inférieur. Les journaux s'amouragent de lui et vantent ses découvertes. Il se fait connaître du grand public et se fait alors surnommer la main de Dieu, God Hand. Si peu. Ces découvertes servent souvent de base dans des travaux au Japon et à l'étranger, si bien qu'elles sont reprises dans les livres d'école des petits japonais. C'est comme ça qu'une génération entière d'écoliers apprendra que les premiers hommes au Japon sont arrivés il y a 200 000 ans. Une génération détruite. Génération sacrifiée. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais ça ne l'était pas encore assez. Parce que certains chercheurs avaient remarqué que ces trouvailles étaient un peu louches, que ça ne correspondait pas à ce qui avait déjà été trouvé avant, et que même les couches de la terre dans lesquelles avaient été retrouvés les objets et la façon dont ils étaient disposés ne correspondaient pas du tout à une tribu paléolithique. Mais c'était un peu compliqué de faire des critiques à un homme aussi apprécié et loué du public. Certains s'y sont risqués, mais sans grand impact sur la popularité de notre cher Fujimura. Il faudra attendre 2000 pour qu'arrive l'incident. En effet, même si les chercheurs critiquant Fujimura étaient peu nombreux, ils existaient quand même. Et bien sûr, qui dit célébrité, dit intérêt du public, dit qui fait vendre, dit paparazzi, dit à la recherche du scoop, on veut du chiffre à la fin du mois. C'est donc comme ça que quelques journalistes qui, je cite, avaient eu vent des rumeurs qui mettaient en cause la véracité de ces découvertes antérieures, se sont mis à le suivre pendant 6 mois à son insu. Et là, vous devinez tout de suite ce qui s'est passé. Non ? Comme on dit, c'est le revers de la médaille. Et c'est comme ça que le 5 novembre 2000 paraissait dans le célèbre journal japonais Mainichi Shimbun un article, photo à l'appui, montrant Fujimura enterrant ses propres découvertes. « 15 jours auparavant, Fujimura avait fait une découverte faisant remonter l'arrivée de l'homme au Japon il y a plus de 570 000 ans. Découverte qu'il avait lui-même enterrée la veille avant de le découvrir. Le lendemain, excuse publique et pleurs en direct. Un peu comme ça. Il a avoué avoir falsifié 2 sites où il a enterré la majorité des fossiles, dont les plus vieux. Il a dit avoir fait ça pour être reconnu comme étant celui ayant trouvé les plus vieilles découvertes archéologiques du Japon. Comme quoi, les besoins de reconnaissance, ça n'apporte pas que du bon. Mais du coup, je me suis demandé, il y a peut-être plein de découvertes archéologiques qui sont fausses partout sur la planète et on le sait pas en fait. Est-ce que les dinosaures ont vraiment existé ? C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que c'était intéressant ? J'espère. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des choses à ajouter sur le paléolithique au Japon, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, ça pourra toujours intéresser d'autres personnes, je pense. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, parce que je vais faire plein de vidéos sur l'histoire du Japon. Plein de vidéos. À bientôt. Bye bye.